Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tous les abonnés. Bon, aujourd'hui, je viens avec une toute petite histoire. Il s'est passé vers les 5 heures. Moi, j'ai envie de dormir vers les 5 heures. Bon, vu que ma fenêtre est un peu à côté de l'extérieur, donc facilement je peux voir et entendre tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est donc là où j'entends, tu vas sortir de ce corps, libère le corps de ma mère, libère le corps de ma mère et tout. Je t'envoie le feu du Saint-Esprit, tu vas libérer le corps de ma mère. Après, la femme en question était en train de dire, on va aller chez David, on va aller chez David, laisse-moi, on va aller chez David. Apparemment, elle a commencé même à les brutaliser. Après, sa fille dit que, tu vois comment tu me brutalises ou non? Tu vois comment tu me brutalises ou non? Je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Après, son fils dit, c'est mieux, on va l'attacher. Sa fille dit que non, ça ne sert à rien de l'attacher parce que plus on va l'attacher, plus ça va encore devenir plus brutal. Elle va même couper les cordes avec lesquelles on va l'attacher. On l'a dit, ça n'a pas donné. Donc mieux, on la prend doucement. Et donc là, sa fille a continué à lancer les paroles divines. Pour finir même, elle a arrêté de les brutaliser et elle s'est levée pour aller où il voulait qu'ils aillent. Donc ça que le matin, vers les 9 heures, comme on a eu un problème d'eau, Kamata a coupé. Je me suis levée pour aller puiser l'eau au forage. Apparemment, la fille qui évangélisait sur sa mère le matin, c'est la nièce de la femme chez qui on puise l'eau au forage. Et donc, comme ça qu'elle explique que sa mère, en fait, est partie dans une mauvaise église du réveil. Donc, c'est dans l'église du réveil là qu'elle est partie porter ça. Donc, elle dit en fait qu'il y a deux esprits dans le corps de sa mère qui sont en train de tourmenter sa mère. Deux esprits, que c'est ça ce sont ces deux esprits-là qui s'opposent, qui sont en train de déranger le corps de sa mère actuellement. Donc vraiment, je ne sais pas. C'était la première fois. J'entendais souvent que les esprits possèdent les corps des gens jusqu'à ils ont cancrance. Mais le matin, là, j'avais l'impression que je vivais la chose. Moi, j'étais dans ma chambre, ça se passait à l'extérieur, mais c'est tellement si près de moi. J'avais l'impression même de vivre même la chose. Ça m'a touché en fait. L'histoire m'a un peu percuté. Je me suis dit, mais c'est quoi ça encore? Donc vraiment, les histoires des églises de réveil là, faites attention. Faisons attention aux églises de réveil. Ce ne sont plus tous les prêtres et les pasteurs qui utilisent seulement Dieu pour évangéliser. D'autres ont leur totem, d'autres ont le mamiwata et autres. Je ne sais d'où ils prennent ça. Ils utilisent ça pour vous faire croire que non, c'est Dieu qui fait des miracles et pourtant, même ils savent où ils prennent leur puissance. Donc, chacun va tirer sa leçon de morale. Mais c'était juste pour partager en fait ce que j'ai vécu le matin. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes aussi. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour la famille, je viens une fois de plus. Aujourd'hui, c'est en fait le 9 février. J'ai plus beaucoup d'histoires, je les aligne seulement parce que la maison est un peu calme aujourd'hui. Vous savez, plusieurs fois j'ai essayé d'envoyer des histoires, le bébé crie à gauche et tout ça. C'est pour cette raison quand j'entends les mamans raconter les histoires et puis le bébé vient derrière, là, j'ai ri seulement parce que je suis dans le même cas. On se comprend.
On se comprend, c'est pas facile. Tu racontes quand tu es déjà à la fin, là, tu veux déjà mettre point final, tu entends un cri de guerre de l'autre côté, là-bas, tu sais pas ce qui s'est passé. Donc, bonjour à la famille d'MGTV, bonjour à tous nos doyens, vraiment respect et merci beaucoup pour ce que, malgré votre temps, le temps que vous, comment dire, malgré vos occupations, vous trouvez quand même le temps de temps en temps de vraiment venir semer les graines de, je ne sais pas comment je peux dire ça, de sagesse dans la page d'MJTV. Vraiment, merci beaucoup au doyen L'Homme de l'Ombre, tonton Alex et tous les autres, franchement, merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci aux narrateurs et à tous, quel que soit ce que vous avez à raconter, les histoires mystiques, bien sûr, venons tous ensemble et racontons. Et c'est comme ça qu'on entend, tu entends un petit truc là-bas, tu entends un petit truc là-bas, et puis un jour, tu remarques ça et tu dis, hey, les choses qui arrivent aux autres, comment il m'arriver? Donc, parlez, racontez-nous. Parfois, bien sûr, il y a des personnes qui se plaignent peu de détails aussi. Je comprends aussi cela. Parce que ce n'est pas facile au Cameroun, par exemple, les coupures d'électricité intempestives, les prix d'Internet, vous achetez Internet est plus cher en Afrique qu'en Europe. On vous comprend. Nous qui sommes ici, où nous avons à gogo, même dans le métro, partout, nous vous comprenons vraiment. Nous vous comprenons vraiment. Bon, mais vous savez aussi qu'un peu de patience aussi. Quand quelqu'un raconte une histoire, parfois il y a certains détails qui peuvent sauver la vie de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? On ne peut pas juste dire que bon, il est parti au village, on l'a tué, c'était la sorcellerie, point final et tout ça. Non. Parfois, il y a des choses que quelqu'un d'autre, en racontant là, ça tique dans ton cerveau. Tu dis, hé, attends, ce n'est pas ce qui est en train de m'arriver, c'est que j'ai vu arriver, telle personne fait, j'ai vu telle personne a fait telle chose, telle personne a fait tel geste, telle personne a fait. Vous comprenez dans la famille. En tout cas, nous sommes ensemble. Et un jour aussi, tout changera aussi en Afrique. Et Internet et tout ça, nous aurons tout ça euh, au même prix qu'ici et peut-être même moins cher, vraiment. Donc, nous vous comprenons aussi. Donc, souffrez aussi quand peut-être, souffrez un peu, pardon, supportez un peu, on vous comprend, supportez un peu quand les gens racontent leurs histoires. Donc, je vais raconter une courte histoire. C'est toujours ma petite sœur, l'une de mes petites sœurs qui me l'a raconté. Cela fait quelque temps déjà, mais je ne trouvais vraiment pas le temps de venir la raconter. C'est l'histoire des offres d'emploi dans les pays étrangers, surtout les pays africains. Et elle racontait, elle disait que l'un de ses amis l'a appelé pour dire que, je crois que c'était un de ses cousins, il avait reçu, c'était l'année passée, il avait reçu une offre d'emploi qui demandait, au Nigeria, il allait venir parce qu'il parlait français, il parlait anglais, ils avaient besoin apparemment dans une structure, quand il parlait français, anglais, patati patata, les trucs comme ça. Et c'était bien payé et tout ça. Et vous savez comment est le Cameroun vraiment. Le gars a accepté, il était vraiment content. Il a été recruté à partir du Cameroun. C'est une organisation qui recrutait. Une organisation, ce n'est pas le bouche à oreille ou bien un biafrais du marché qui lui a dit que va travailler au chemin front au Nigeria. Non. Donc, ça a été vraiment bien fait. Il arrive là-bas maintenant, on l'amène à l'agence. L'agence beau et tout ça. C'était vraiment le higher level, comme on dit au Cameroun. Maintenant, il arrive, il présente ses trucs et tout ça. Oui, on teste un peu son anglais, on dit que non, mais attends, c'est parfait, je parle anglais, je parle français et tout ça. Et puis après, on lui dit, ok, bon, viens alors dans la voiture, on t'amène, tu vas travailler. C'est-à-dire qu'il allait travailler dans la structure, il était là, le building, l'immense immeuble. Non, 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 c'est plutôt ailleurs. En fait, c'est le patron du truc qui a besoin de toi, mais chez lui. Il dit, ok. C'est comment ça? Donc, imagine un peu, tu es arrivé, tu as dit au revoir, tu as dépensé ta famille, a sûrement dépensé, tu es venu là. Bon, mouillé, c'est mouillé, pas mouillé, sec. Le gars, il allait faire comment? Il arrive, il entre dans la voiture, on l'amène dans une mansion, dans une maison, pas une petite villa, vous comprenez, mansion, c'est pas une petite villa. Il arrive, on entre, la sécurité, les trucs. On l'amène au salon et tout ça, on parle bien avec lui, on lui demande le passeport, donne-nous ton passeport. Il se dit que bon, peut-être c'est pour vérifier que on va lui remettre ça, les machins. C'est alors là que le calvaire commence. Bon, tu es ici, tu seras un peu comme une sorte de majordome, mais un boy à tout faire. Tout ce qu'on te demande de faire, tu le fais. J'ai des enfants dans la maison-ci. Tout ce qui se passe dans la maison-ci reste dans cette maison. Euh, euh, euh,
Tu n'as pas droit, tu n'as pas droit, tu ne manges, tu n'entres pas dans la cuisine, tu manges seulement ce qu'on te sert. Tu n'as pas, ton téléphone, on avait aussi pris son téléphone. On te donnera, c'est quand on aura, mais c'est chaque, je ne sais pas quoi, on va te donner le téléphone, tu vas parler en présence de quelqu'un, à ta famille. Mais c'était, donc le gars était assis là comme ça. Tu vas d'abord crier par où, comment? Tu es dans une maison qui a je ne sais pas combien de salons, tu te rends compte que mon frère, tu te rends compte que mon frère, c'est grave où tu es là. Le gars dit, mais non, mais attendez, non, non, bon, si c'est comme ça, non, j'ai encore mon bien encore valable, je rentre, je ne peux pas, je suis venu, tu vois, imagine un peu, vous voyez, imaginez un peu un jeune homme, tu as tes diplômes, tu as tes trucs, c'est que tu viens de travailler comme, je ne sais pas, comptable ou comme, je ne sais pas quoi, dans une grande structure, tu vas venir travailler comme agent de je ne sais pas quoi. On vient te dire que tu vas travailler comme boy dans une maison. Tu es un esclave. On prend ton passeport, on prend ton téléphone, on va contrôler tes conversations téléphoniques. Tu n'as pas le droit de dire ce qui se passe dans la maison. Tu te demandes, hey, qu'est-ce qui se passe dans la maison si pour qu'on prenne mes affaires comme ça et je n'ai même pas le droit même d'aller à la cuisine. Tu ne parles pas avec les autres employés de la maison et ils vont se rendre compte que ce sont tous des Nigérians, ce sont des locaux. Tu ne. C'est comme ça que son calvaire a commencé. Le gars a perdu du poids. Il ne mangeait presque pas. On lui donnait seulement des petites portions. Je ne sais pas si peut-être c'est pour le maintenir faible, juste bon à travailler. Là, il ne peut pas sortir. Les gardiens, tout le monde n'a pas le droit de lui. On ne lui permettait même pas de sortir, de s'approcher même du portail. Il y avait des chiens, pas possible la nuit. Donc, il était enfermé. Il entre dans sa chambre, fermé à clé. On le ferme dans sa chambre, dans son débarras. Le gars reste. Combien est-ce qu'on me paye? Tu n'as pas parlé, on te dire. Et on le frappait. Et en plus, ça, c'était avec les violences corporelles, bien sûr. Le gars reste, il se met à prier. Il prie, il prie. Un jour, il dit seulement que non, il faut absolument que j'appelle, même pour dire que je suis arrivé. Ils vont s'inquiéter, puis on peut-être appeler l'ambassade et tout ça. C'est alors là que les gens là prennent le téléphone. Et on est assis près de lui, l'un des gardiens. Et on dit qu'il entend français et tout ça. Donc, il prend le téléphone. Le gars a pris le téléphone. Et il a dit que non, maman, elle ne parle pas, elle ne parle ni anglais ni français. Et puis c'est le patois du village. Il faut que je lui parle ça. On dit, ok, bon, tu as seulement tel nombre de minutes. Mais si on sent que tu as dit quelque chose et tout ça, le gars était intelligent, non. Il a lancé quelques mots pour dire que je suis fini. Je suis, peut-être même mon corps, vous risquez de ne plus voir. Il a seulement parlé comme ça, papa. Et puis sa mère, alors, une autre fois, quand on lui donne encore l'occasion, sa mère, quand elle s'était déjà apprêtée. Son ami était près de lui. Donc, il parle. Et il lance aussi d'autres mots, un peu comme à l'aide. Ok, mais ils allaient d'abord faire comment? Tu ne peux pas donner l'adresse. Tu ne peux même pas dire le nom de quartier parce qu'il ne savait même pas. On l'a seulement, il était dans la voiture, on l'avait amené directement dans la maison. Il n'est jamais sorti. Mais le gars, intelligent, calme, un bon Camerounais, un bon continental. Est-ce que, gars, on ne nous laisse pas derrière? Le gars wise seulement, il devient gentil, calme, respectueux, il fait tout ce qu'on lui donne, il fait même avant même qu'on lui demande de faire et tout ça. Petit à petit, on commence à l'envoyer au petit mall du coin avec le gardien. Quand il y a peut-être quelque chose qu'il faut rapidement prendre, tu vas rapidement. Et tout. On savait qu'on avait à briser son esprit, le contrôler. Il part, il prend, il ramène. Fait ceci, il part. Il était toujours suivi. Parfois même, il se rend compte qu'un jour, on le laisse comme ça. On dit que va rapidement, je suis ici, je t'attends. Hein. Mais on avait envoyé un autre gardien là-bas que s'il tente de fuir seulement, peut-être tu peux me la battre. Et c'est un étranger. Tu peux même dire qu'il a volé ou bien je ne sais pas quoi parce que les capos là, mais attends d'abord. Il est intelligent, il arrive, il achète et puis il sort, il prend la route de la maison. Quand il arrive à la maison, on dit que tu as eu ta chance. Il voit alors l'autre gardien qui revient aussi, il sonne à la porte. Donc il se rend compte qu'on voulait le piéger, on voulait être sûr de sa loyauté. Ils ont fait ça plusieurs fois. Maintenant, un jour, comme Dieu fait ses choses, quand il a décidé de poser sa main sur toi, il est parti. Il part, il fait les achats, il fait les trucs, il guette, il monte à l'étage, il essaie de guetter, il voit que mais personne n'est venu, c'est comment ça? Il sort un peu, il marche un peu, il marche dans le sens, il se dit que si maintenant on me dit que, si maintenant on dit par exemple que hey, je vais dire que non,
je vais prendre telle autre chose, non, viens même avec moi et tout ça. Ils nous ont eu confiance en moi. Je vais dire que non, je viens dans l'autre magasin, là, je n'ai pas trouvé tel truc. Là, il avait fait exprès de laisser un truc, je ne sais pas quoi, pour pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'il prenait l'autre direction. Il marche un peu, pas personne. Hey, le gars serre les fesses, il serre le corps. Il marche, pas personne. Il entre dans le magasin quand même. Il fait encore un peu les tours. Il regarde personne. Il sort du magasin. Parce que généralement, ces trucs étaient même chronométrés. On savait que non, tu as tel nombre de secondes, tu as tel nombre. On connaissait à peu près en combien de minutes devait rentrer avec tel article. Avec la liste, selon la liste qu'on lui donnait. Il entre. Après, il ressort. Il voit une moto qui est en train de passer. Le gars tend seulement la main et dit que ici, je meurs seulement. La moto s'arrête, il monte dessus. Il dit seulement, avance. Il dit seulement, pas seulement. La moto dit quoi? Il dit que, pardon mon frère, c'est une question de vue de moi, pas seulement. La moto guette un peu pour voir peut-être que s'il y a un mouvement, que peut-être au voleur, il va refuser. Mais il voit qu'il n'y a rien. Le gars part. Le gars dit qu'il a roulé avec le motoman. Après, il a dit que, pardon, tu connais, il y a des Camerounais ici. Je suis Camerounais, tu sais, il y a des Camerounais ici. Le gars, quand vous connaissez un motoman, il part à gauche, à droite, il connaît un peu, à peu près où sont les étrangers, où sont les trucs, on l'amène là-bas. C'est là qu'il arrive. Il appelle alors au KPI, il appelle alors partout, il dit ce qui s'est passé. C'est alors là, bon, vous savez, les Camerounais qui sont là déjà, ils savaient que ça veut dire un peu les trucs qui peuvent se passer au Nigeria. Ils ont alors tout fait, on a pu donner un laissez-passer. Mais on lui donne un laissez-passer là au nom de quelqu'un d'autre. Et il dit que ça a été très difficile pour lui de sortir. Hein, il n'est pas sorti vers les aéroports. Il se disait que c'est sûr qu'on l'attend de ce côté-là. Il n'a même pas de passeport. On l'a fait sortir par la frontière. Et les gens sont allés l'attendre de l'autre côté. En tout cas, il a pu s'échapper. C'est quand il est arrivé qu'il a raconté ça. Dans la famille, s'il vous plaît, la famille africaine, toutes les organisations et les trucs qui viennent vous dire que non, viens. Parce que le gars, on l'a recruté comment on disait, comment dire, on l'a recruté comme on recrute dans les structures internationales. Ce n'est pas le recrutement du quartier. Je connais mon cousin au Nigeria, son patron cherche quelqu'un. Non, ce n'est pas le style là. Ils avaient confiance. Ce n'est pas le style là. Donc les structures qui viennent vous recruter, qu'aller au Nigeria faire ceci, aller faire cela. Parce que l'année passée, on a encore entendu toujours un autre jeune homme, apparemment, il était allé depuis, sa famille n'avait pas de ses nouvelles. Il a pu à un moment, quand apparemment, il appelait seulement, il disait qu'il travaillait tellement, il appelait seulement rarement. À un moment, une fois, il avait appelé. Sa mère avait insisté qu'elle veut la vidéo, sinon elle envoie à la police, elle part se plaindre, elle part à l'ambassade, elle veut voir comment ça, ton téléphone est cassé depuis ta vidéo. Tu veux voir, elle a mis, son fils était tout maigre, mourant, il a seulement dit, maman, il a seulement dit en patois, maman, je suis mort. La communication s'est arrêtée jusqu'au moment où la maman l'a raconté. Il y a eu des alertes l'année passée, donc s'il vous plaît, c'est dur, n'est-ce pas? Oui. Mais vraiment, les gens qui vous disent que venez travailler au Nigeria, venez travailler, venez au Bénin, venez travailler, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, faites très attention. Il y a maintenant d'autres trafics. Maintenant, les Nigériens sont devenus très intéressants, très intelligents. Là-bas, chez eux, on les prenait comme... on a trouvé les abattoirs d'humains partout. On les tuait, on trouvait les endroits où on posait, même pour que le sang coule, les machins, des maisons de l'horreur. Et quand ça a été découvert, quand la population est venue, ce que la police a fait à la grande surprise de tout le monde et l'armée, c'était de venir, alors qu'il y avait les cartes d'identité à terre, les trucs, peut-être les ramasser, même dire que, hey, on a trouvé la carte d'identité, il y a telle personne qui avait disparu, oui, on a trouvé sa carte d'identité dans l'abattoir, là, c'est sûr que l'enfant de Trouillet est mort. On a tout dépecé, jusqu'aux os, on a vendu. On a trouvé dans tel endroit. Ce que l'État, la police a trouvé à faire l'armée, on envoie l'armée faire quoi? On envoie les bulldozers détruits. Donc, avec toutes les preuves, les cartes d'identité, les vêtements déchirés. Donc, on n'a même pas permis aux familles de venir dire que ça, c'est telle personne, ça, c'est telle personne que je cherche. Non, on a tout brûlé, tout détruit là. Un peu comme si on voulait cacher quelque chose. Ce qui fait que les Nigériens se sont levés parce qu'ils se sont rendus compte que, mais attends un peu, c'est un peu comme si le gouvernement était impliqué. Pourquoi avoir... Ce n'est pas normal. Vous trouvez un endroit comme ça, mais vous ramassez chaque papier, vous protégez les gens, vous... Non, ils ont plutôt... Et c'est aussi sur le net, dont je ne parle pas. C'est sur le net. Vous avez vu. Donc, s'il vous plaît, la famille, c'est dur, mais faites attention. Où vous allez travailler, où vous allez... Faites attention, s'il vous plaît. Que Dieu nous protège. Faites vraiment attention. Que Dieu vous protège. Bye bye.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Salut la communauté. Bonjour à tous et à toutes. Ceci est ma deuxième histoire. Un jour, je venais de la ville et ma voisine qui est à côté de moi, ils étaient au préau du chef, en train de choses que le chef était là à résoudre un problème. Donc je lui ai demandé il y a quel problème. Voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit que le monsieur que j'ai vu assis dans une chaise à côté du chef, que il se trouve que ce monsieur-là, il a été découpé mystiquement et mis au frigo pour pouvoir le manger cette année. Et donc, comme il tombe malade là, il allait voir un féticheur. Et le féticheur dit que ce sont les sorciers du secteur qui lui ont fait ça. Donc, quand il est venu là, le féticheur, il est venu avec le féticheur et le féticheur a indiqué ceux qui ont fait ça. Donc, ce sont des enfants même avec quelque chose. Parce que le petit de 5 ans là, il se trouve que c'est son neveu à lui. Donc, c'est son neveu là qui l'a donné en sorcellerie. Donc, quand son neveu là l'a donné en sorcellerie, le féticheur est venu et le féticheur a fait un médicament sur son neveu là. Et le petit là a commencé à citer comment ça s'est passé, comment c'est arrivé. Et imagine la honte dans ce village ce jour-là. Ceux même que tu ne peux pas t'imaginer qui sont dans ces genre de choses. C'est eux, ils ont cité les noms. Il y a une Diallo de la boutique là, sa femme, on appelait Néné. Elle aussi, ils ont cité son nom. Ah, sa fille qui est décédée là, c'est elle-même qui a donné l'enfant en sorcellerie. Et ils ont cité, il y avait une vendeuse de galettes, mais nous on battait pas les galettes là, mais ils ont cité son nom aussi. Donc ils ont cité, il y a une vendeuse de riz aussi, ils ont cité son nom. Le petit là a cité et tous. Et ils ont dit que le monsieur, ils l'ont pas encore mangé. Ils l'ont découpé, il est au frigo d'abord. Il y a frigo mystique aussi. Hein. Ce jour-là même, j'ai appris tout ça. Là. Il y a frigo mystique aussi. Ils l'ont découpé, sa viande au frigo. Donc, ils s'apprêtaient à le manger en fin d'année. Et on dit rester en prière à secondaire. Donc, le monsieur là, quand le féticheur a dit que ils t'ont découpé en sorcellerie. Donc, il a pris le féticheur, il est venu. Donc, le monsieur est allé voir le chef du village pour le convoquer. Les convoquer pour dire que ils n'ont qu'à restituer chaque partie de son corps à sa place. Et la honte, on les a appelés publiquement comme ça, devant les gens, les humilier devant les gens. Non, ma voisine, là, elle est venue, elle m'a dit tout ça là. Et là, il dit, hey, donc, c'est une histoire comme ça. J'imagine que la boutique même, qui est mon favori, et puis je m'avais payé tout là-bas là. On dit, c'est la boutique là même là. Donc la dame là, la femme Peul là, elle est venue dans le village nouvellement. Comment elle a eu? Elle aussi, elle a expliqué publiquement. Elle est venue nouvellement dans le village. Là, elle a quitté en Guinée. Et qu'elle a quitté en Guinée nouvellement là, elle est venue dans le village là. Donc, ils l'ont invitée. À chaque fois, elle partait les assister. Genre, tu es venu quelque part, tu n'es pas resté à l'écart, tu participes à tout. Donc, dans cette participation-là, ils l'ont invitée à une chose. Elle est partie à une cérémonie de funérailles aussi. Donc, cérémonie de funérailles. Après les travaux, ils l'ont donné un plat de riz bien rempli avec sauce feuille, et puis avec beaucoup de viande en bas. Donc, elle est venue là. Et tous ont mangé. Sauce feuille, viande là. Tous ceux qui ont mangé ont eu la sorcellerie là quand même. Sauf celle qui n'a pas mangé là. Et celle qui n'a pas mangé là, c'est elles qui ont donné en sorcellerie. Donc, elle a expliqué ça comme ça. Donc, c'est autour du petit là. Un enfant de 5 ans qui était à l'école
Un enfant de 5 ans, quand tu le regardes, tu as dit il est bête. Et c'est lui qui a donné son nom comme ça. Et ça faisait pitié d'elle. Donc quand ça arrivait, elle a fini. Quand ils ont convoqué la France devant le chef pour dire que chacun, ce qu'ils ont pris là, ils n'ont qu'à venir restituer à sa place. Et il dit, le chef, je ne sais pas comment l'affaire a fini. En tout cas, elle ne m'a même pas dit de suite. Mais en tout cas, on les a humiliés publiquement comme ça. Donc, ce qui veut dire même là, il faut faire attention aux enfants. Les enfants qui sont en bas de notre pied. Les enfants même là, tu dis, tu t'imagines pas ce genre de choses. Il est petit comme ça, là, on leur donne facilement la sorcellerie, surtout dans les villages. Et que Dieu nous garde seulement. C'était ma petite contribution. La moralité ici, c'est en tout cas, il faut faire attention. Parce que actuellement, là, les vieilles personnes donnent la sorcellerie aux enfants. Puisque c'est des êtres innocents. Bon, en tout cas, c'est ce que moi je pense en fait. Moi-même, j'allais vous demander même là. Il y a une dame qui parle souvent des camps de prière à Abidjan, là. Vraiment, si elle pouvait m'indiquer même choses, 7 camps de prière là même là, moi ça allait me plaire. Vraiment, ça allait prier pour moi aussi. Bon, bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour la famille DMG, bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs et auditrices de la chaîne. DMG, je tiens encore à vous dire merci par rapport à cette initiative que vous avez placée. Merci pour le courage et ce que vous faites dans nos vies chaque jour. En nous exposant, pas nous exposons, mais en nous ouvrant les yeux par rapport à la vie spirituelle. Merci encore pour cela. Sur moi, je viens pour raconter une petite histoire, mon petit vécu. Et c'est lorsque j'avais, je dirais, 11 ans, 12 ans. Je suis d'origine de l'Afrique centrale, le Gabon, peut-être précise. Et je dirais en 2003, 2004, je ne sais plus trop. Mais je pense que j'avais entre 11 ans et 12 ans. Anyway, je vais éviter d'épargner les détails. Un après-midi, comme ça, j'étais avec ma maman à la véranda de l'arrière. Et on parlait de tout et de rien. Et moi, j'avais comme pour coutume de me reposer en après-midi. Je faisais une petite sieste de moins 30 à 1 heure de temps. C'était devenu ma routine, en fait. Et puis, c'était les vacances. Il n'y avait pas trop grand-chose à faire. Je suis allée me reposer comme tout après-midi, comme je le faisais souvent. Et lorsque je me suis endormie, j'ai fait un songe. Et dans mon songe, je me suis vue sur un rocher, grand rocher noir. Lorsque je parle de ça, je revois même le rocher. Et je vous parle que cela fait des années. Parce qu'en ce temps, je pense que j'avais, comme je disais, entre 11 ans et 12 ans. Et je me vois sur un grand rocher noir faisant face à la mer, l'océan. Et de là sort, je vois un grand homme. Grand, quand je dis grand, il était grand. Blanc, qui sortait de l'eau. Avec une forge et un crown, une couronne sur la tête. Mais la personne
l'entité, je dis l'entité parce que c'est pas un être humain, l'entité n'avait pas de pieds. Le reste de son corps, c'était comme un poisson, mais en diamant. Il n'était ni en or, ni en silver, c'est maintenant que je me rappelle, ni en gold, autant pour moi, mais en diamant. Ça, la réflexion était tellement forte. Et l'entité me parle et me dit, depuis que je te cherche, pourquoi tu me résistes? Pourquoi tu me rebelles? J'ai dit, pourquoi tu me cherches? Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je veux que tu puisses m'accepter comme ton mari ou comme, je sais pas, m'accepter comme ta femme, m'accepter que tu deviennes ma femme ou que tu sois ma fille, entre les deux, là. Il avait dit quelque chose. Et moi, je l'avais dit non. Pourquoi? C'est là où il lève sa forge et je vois de l'argent. Et quand je parle de l'argent, c'était pas les petits stades d'argent. C'était genre un coffre-fort d'argent. De l'or, des diamants, des bijoux, juste tous, name them. Tout ce dont l'on puisse avoir comme richesse sur cette terre. Des voitures, les hommes, que ce soit des cadres, des ministres, des gens bien placés dans la société, vraiment des personnalités. Il me dit, je te donne tout ça, mais que tu acceptes de m'appartenir. Voilà, c'était ça le mot. Je lui ai dit non. Pourquoi je vais prendre ça et pourquoi t'appartenir? Et pourquoi tu sors de l'eau? C'est ce que j'avais dit, je me rappelle. Après, il me dit, tu dis non? J'ai dit oui, je ne veux pas. Après, il m'a dit que tu me rebelles comme toujours. Moi, je ne vais jamais cesser de te persécuter. J'ai dit, tu ne mourras pas. C'est comme ça que je me suis réveillée. Mais ce que j'avais remarqué de louche, c'est que à mon réveil, mes pieds étaient trompés. Genre comme si j'étais allée marcher à la plage où j'étais à la douche et puis je me suis pas essuyé les pieds. Je suis directement venue m'allonger. Mais le reste du corps j'étais dry, j'étais bien. Mais les pieds étaient seulement les pieds qui étaient mouillés. Et je me rappelle que dans le rêve, j'étais sur un rocher. Et j'ai aussi oublié un petit détail. Les vagues, lorsque le sirois me parlait, l'entité me parlait, les vagues montaient vers mes pieds. Donc les vagues me mouillaient un peu vers les pieds. Donc ça arrive au niveau de la cheville. Mais je ne suis pas allée dans l'eau. J'étais juste sur le rocher. Et après, je me suis réveillée. C'est comme ça, je regarde mes pieds, j'ai freak out. J'ai dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, comme je disais, j'étais encore très petite. Je me lève, je panique. Je regarde si, par exemple, quelqu'un n'est pas venu me verser de l'eau, je sais pas trop quoi. Je regarde si j'ai pas uriné sur le lit, parce que, attends, mais quand même, comment ce sont rien que mes pieds qui sont mouillés? Et du coup, je sors, je retourne, je vais à la véranda de l'arrière où j'avais laissé ma mère. Elle était là, elle racontait, et puis elle m'a regardé d'un air comme si elle sentait que j'étais angoissée. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Je lui ai dit oui, mais je suis pas assez toujours angoissée. Du coup, je n'ai pas partagé ce que j'ai eu comme expérience dans mon rêve. Je suis restée calme et j'ai oublié un détail. Moi, j'étais de nature très renfermée. Donc, je ne parlais pas trop et j'étais beaucoup calme. Donc, pour vraiment savoir ce qui n'allait pas avec moi, il fallait vraiment faire un travail assez extra. Donc, essayer de s'approcher à moi, me prendre par les sentiments. Et puis, si ça me pique, je peux m'ouvrir et dire ce qui ne va pas. Et c'était mal parce que je traversais beaucoup de choses dont ma mère n'avait vraiment pas idée. C'est aussi comme ça, après quelques temps, j'étais dans la voiture avec ma mère. Je pense qu'on venait de l'église. On est allé voir un membre de la famille quelque part en ville. Et la pensée du rêve me revient. On était déjà presque à la maison. Je lui dis, maman, j'avais fait un rêve à cela quelques jours. Et dans le rêve, j'avais vu un être
qui me parlait. Et l'aide me disait de l'accepter et qui devait m'offrir certaines choses. Mais je n'avais pas détaillé à ma mère que c'était un être qui sortait des eaux et ceci, cela. Non, j'avais juste dit ça comme ça au bref, juste pour écouter ce qu'elle allait me dire. Et c'est comme ça qu'elle avait pensé que c'était un ange. Parce que pour elle, elle dit non, les anges nous protègent et tout, qu'on doit toujours prier. Mais c'est un truc que j'avais aimé avec elle parce qu'elle nous a toujours guidés vers la prière. Et c'est comme ça que j'ai laissé, j'ai dit ok. Elle m'a expliqué, elle m'a dit sûrement c'est un ange et tout, donc ça te protège. Mais j'ai pas trop dit grand chose, je suis restée calme. Quelques années plus tard, ou quelques temps plus tard, je dirais, j'observais encore que je faisais des rêves où j'étais attaquée. Je me battais toujours dans les rêves et je voyais toujours de l'eau. C'était toujours quelque part dans les rivières, la mer. Je voyais toujours des choses, des marins, des esprits marins. Et je voyais des hommes, des sirois qui même avaient des dreadlocks, hein, parce que je me rappelle, j'avais fait un rêve où je marchais, je sais pas, dans un swamp. Un swamp et une entité est sortie des eaux comme ça. Quand je parle, je revois même ça. Il est sorti des eaux grands avec des dreadlocks très longs. Et il m'a regardé d'un air genre, tu es là. Et après, je regardais l'entité. J'ai pris peur dans le rêve, je me suis réveillée. J'ai dit, merde, mais ça, c'est quoi ça? Je ne comprenais rien. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je fais des rêves où je vois toujours des gens dans les eaux, je vois toujours des gens qui m'appellent, et ce sont des hommes, et quand je vois des femmes, elles viennent m'attaquer, quand je vois l'homme, il vient parfois même, il me fait j'avais des couches de nuit, je ne comprenais rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de digging, d'investigation dans moi, ma vie personnelle. Je commençais à poser des questions, essayer de savoir ce qui n'allait pas parce que je me rendais compte que à chaque fois que je faisais ce genre de rêves, il y avait toujours des choses bizarres qui suivaient après. Soit je tombe malade, ou soit je suis dans un problème qui n'a ni tête ni queue. Et mon nom était toujours dans la famille, comme moi j'étais l'oiseau noir de la famille. Donc j'étais toujours dans des choses bizarres, mais donc consciemment, je ne me mettais pas. Mais c'est comme si j'étais toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des mauvaises personnes. Donc ce qui me causait que j'étais toujours dans des problèmes. Et l'école, ça n'allait vraiment pas. Le semestre là, je travaille bien. Le deuxième semestre, je travaille bien. Le troisième semestre, je messed up big time. Et quand je dis je messed up, si le premier semestre, j'ai eu un 11 de moyenne ou un 12, le dernier semestre, je vais avoir peut-être un 7. Un 7 de moyenne, du genre comme si je n'étais jamais en classe, je n'avais jamais suivi le cours, du genre un truc comme ça, quoi, ça, je ne comprenais rien. Et ma mère ne comprenait pas aussi ce qui n'allait pas. Et pourtant, je ne faisais pas des choses bizarres, juste que j'étais toujours dans des endroits bizarres, ce qui n'avait pas de sens. Et ça m'a vraiment embêtée, ça m'a perturbée. Après, il fut un temps, on a voyagé, nous sommes venus ici, aux États-Unis. Et les rêves continuaient toujours. Ça m'embêtait tellement, mais dans les rêves, je me voyais toujours vainqueur parce que je me battais dans les rêves. Et lorsque je me réveillais, je ressentais mon corps comme si j'avais des courbatures. J'avais des courbatures. Parfois même, je me réveille, je suis carrément malade. Parce que dans le rêve, je me suis battue ou je sais pas et tout ça. Donc, c'était ça. Voilà comment, quelques années plus tard, je dirais en 2013, je fais la rencontre d'une femme de Dieu, une prophétesse. Et elle me regarde, elle m'avait regardé, elle m'avait dit, est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui te suit? J'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? Je dis, parle. Qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, non, on va prier dessus, mais c'est comme si ça a à faire avec ta famille du côté de ta mère. J'ai dit, ok, c'est quoi?
Elle me dit, on va prier pour que l'Esprit Saint révèle plus. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et moi, j'aime entendre ce genre de choses-là. Quand j'entends la prière, les jeûnes, les choses comme ça, moi, je suis invoque, je me donne à fond. Parce que moi, je savais ce que je vivais. Ce n'était pas la joie. Ce n'était pas du tout la joie. Que ça soit côté relation, que ça soit côté finance, ma santé, c'était un chaos qui n'avait pas de sens. Ça n'allait pas. Et du coup, j'ai commencé à m'attacher à la maman en question. Et avec elle, il y avait beaucoup de révélations, beaucoup de messages. Donc maintenant, je me rabats vers ma mère, je lui pose des questions. Je dis, non, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a dans la famille? Ceci, cela. Parce que de mon côté ici, je ne comprends rien. Je suis plutôt une belle jeune fille. Ça va, j'ai un travail, l'école, ça va et tout. Mais pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser? Du genre, il n'y a pas de relation sérieuse. Du genre, je peux être même dans une relation. Le garçon ou le monsieur ou l'homme en question a des projets de fiançailles, mariage, mais il y aura toujours des complications sans tête, sans que entre-temps, nous deux, on travaille. Mais on n'arrive même pas à se nourrir, on n'arrive même pas à faire des projets. Donc ça n'allait pas. Mais lorsque je me sépare de la personne, j'arrive à réaliser plusieurs choses de moi seule. Est-ce que cela veut dire que je dois être seule toute ma vie? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne comprends rien. Et moi, j'ai déjà un enfant, donc je veux me caser. Je ne veux pas avoir l'enfant ici et là, ceci, cela. Mais je veux être dans une maison comme j'ai grandi, dans une vie stable, une maison de famille. Donc je vais poser certaines questions. Là, il n'y a pas de souci, on va prier. C'est comme ça qu'après un certain temps, elle me revient avec, on doit prier contre l'anti-mariage. Donc apparemment, moi dans ma famille, moi je parle de ma famille à moi, mes ancêtres avaient tissé des liens avec des entités des eaux. Et ces entités des eaux ont promis ou ont fait un échange ou ont donné à mes ancêtres la richesse. Parce que lorsque je regarde du côté de ma mère, toutes les femmes, non seulement les femmes sont très très belles, et je dis belles, quand je dis belles, elles sont belles, quand de ta bien t'imprime bien la belle. Elles ont des activités, elles sont bien positionnées. En fait, de toute façon, elles ont un bon job, une bonne position dans la société. Elles vivent. Mais côté mariage, elles ont toutes des enfants. Toutes. Certaines même ont été mariées peut-être pendant 2-3 ans. Et puis après, le mariage est passé. C'est fini. Il y a même d'autres qui sont même jusqu'à là faire des enfants avec plusieurs hommes. Donc, elles se retrouvent dans la maison avec chaque enfant à son père. Donc, ma mère est la seule, je dirais bien la seule, qui a eu tous ses enfants avec le même homme. Donc, c'est un peu ça. Du coup, j'ai dit, mais attends. Donc, ces entités-là ont déçu mes ancêtres en leur promettant des choses ou en faisant des échanges qui aujourd'hui maintenant affectent la génération que nous sommes, que moi je suis. Parce que le mariage, il n'y a pas. Et pourtant dans ma famille, il y a des très belles femmes, bien élancées, grandes de taille, belles femmes, instruites. Mais il n'y a pas d'homme qui vient là même pour faire le toquet-porte. Il n'y a pas. Les gens vont venir, s'ils font les enfants, ils vont venir reconnaître l'enfant, ils vont assumer les responsabilités. Et là, c'est même dans les exceptions, parce qu'il y a d'autres même qui ne le font pas. Donc, c'est un peu ça, j'avais remarqué. J'ai dit non, ceci doit cesser. Et c'est comme ça que je me suis plus attachée à la prière. Prier, 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 prier. Et c'était comme si c'était un cercle qui se répétait. Quelqu'un vient dans ma vie. Il vient dire qu'il veut se stabiliser, il veut se caser. Une fois on se met ensemble, ça tourne en bourrique et après la relation s'arrête. Quand nous sommes séparés, ça va mieux entre nous. Donc c'est comme si ces entités-là rejetaient tout homme qui venait vers moi. Et j'avais même eu une relation qui avait, je pense, duré même 2 ans, 3. Et le gars, il me disait, je fais des rêves où on vient me combattre. Je me bats avec les gens dans le rêve. Et les gens me disent, tu penses que tu vas rester ici? Tu penses que tu pourras être avec elle? Elle est à moi, elle m'appartient.
J'ai dit, mais c'est pas sérieux. Ils viennent maintenant même jusqu'à frapper mon copain dans le rêve, se battre avec lui. Et le gars, quand il s'est réveillé, il était vraiment affaibli. Et Dieu merci, moi j'ai toujours eu le genre de garçon baraqué et tout, donc ça va. Il arrivait quand même à leur bastonner dans les rêves, mais à la fin, soit il tombe malade, soit il y a quelque chose qui se passait dans sa vie. Et cela faisait que certaines personnes partaient comme ça, des bonnes personnes aussi. Et moi, ça m'affectait. Ça m'a vraiment affecté. Je ne comprenais rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fast forward. J'ai continué dans la prière. J'ai continué avec les jeûnes. Et au finish, il y a eu des révélations. Et ça avait été déclaré, dit qu'il y avait des hôtels, comme je disais précédemment. Il y avait des hôtels qui avaient été construits sur nos vies, à travers nos ancêtres, ou peut-être même à travers ma grand-mère, ou je sais pas, je veux dire les ancêtres, qui aujourd'hui nous affectent. Mais je remercie Dieu pour le salut, parce que moi j'ai connu Dieu, et lorsque j'ai connu Dieu, il y a beaucoup de ces choses-là qui ont cessé dans ma vie. Beaucoup. Côté finance, côté santé, côté intellectuel, côté relationnel. Parce que même la relation, comme je disais, ça n'allait pas. Je peux connaître quelqu'un moi pendant 5 ans, 5 bonnes années. On cherche à se mettre ensemble. C'est comme si on se battait contre vents et marées. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Et je le remercie pour tout ça, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de ma famille. Ce n'est que le début. En fait, je raconte cette histoire pour dire que nos familles africaines, nos ancêtres ont fait des erreurs dont ils ont pensé que cela devait nous aider. Ils sont allés tisser des liens avec des entités, des eaux, que ce soit des eaux, des forêts, des vallées, de je ne sais pas trop quoi, qui les ont déçus en leur faisant croire que si eux, ils les acceptent comme leur Dieu, ils vont nous protéger, nous, leur génération future. Entre-temps, c'est du mensonge. Parce que les entités des eaux ne protègent pas. Ils ne protègent en rien. Ils ne protègent pas. Ce sont des entités qui d'abord n'aiment pas partager. Ils sont très jaloux. Vous vous rendez compte que quelqu'un est dans une relation très sérieuse, bien, mais la relation n'avance pas. Le monsieur n'arrive pas à aller doter la fille ou faire ce qu'il faut, plein d'auto qu'il porte. Ça n'allait pas. Parce que ces entités-là s'opposent fermement contre tout ce qui a à faire avec le mariage, la stabilité, même les finances. Et quand ils voient que vous les rébellez, ils commencent à attaquer votre santé. Plus rien ne va. Ça va de, s'il y a une petite sortie d'argent, une petite entrée d'argent, la même façon dont l'argent est entré, c'est aussi comme ça que cela va sortir. Ce sont ces genres de choses-là qu'ils font. Mais moi, je remercie Dieu pour le salut. Je remercie Dieu pour les prières. Je remercie Dieu pour ma mère qui était là, qui est toujours là, qui nous a soutenus, qui nous soutient toujours dans la prière, qui refuse l'anti-mariage dans nos vies, qui s'oppose, qui parle comme une mère, qui donne, qui dit qu'elle n'a pas accepté tout ça, qu'elle est mariée et que tous ses enfants, filles comme garçons, toute sa génération, que ça soit petite fille comme petite fille, nous devons tous nous marier. Ça c'est pour dire, restons concentrés à Dieu, donnons nos vies à Dieu. Les entités du dehors, les entités occultes et tout ça, là, ce sont des menteurs. Ils n'ont aucun sentiment envers nous. À la fin, même, c'est pour nous détruire parce qu'ils ont été habitués à certains rituels. Ce sont les hôtels de famille. Ils ont été habitués à... On vous donne la richesse et en retour, nous, on vous prend par exemple le mariage ou on vous prend l'enfantement. Vous allez voir dans une famille, toutes les filles sont belles, les hommes sont bien, mais ils n'enfantent pas. Et ils sont là dans les relations au moins plus de 5 ans, plus de 10 ans. Il n'y a pas d'enfants. Tout ça là, ce sont les hôtels de famille. Et c'est par les hôtels. L'hôtel se brise par l'hôtel. Et la meilleure hôtel qu'on ait dans nos vies, c'est l'hôtel de Dieu.
On prie ça par les prières, par les dons, par les prières et par des jeûnes. Donc moi, je remercie Dieu que j'ai connu le Seigneur, que je suis attachée vraiment et j'ai découvert encore plus de mysteries dans le monde spirituel. Aujourd'hui, quand ces choses-là veulent même me passer par la tête ou je fais des rêves bizarres, je prends autorité, je parle parce que je sais que je suis en Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça mon histoire. J'espère qu'elle n'était pas longue, mais que vous tirez une leçon de cela. Et donnons nos vies à Dieu. Prions toujours, chaque jour, chaque minute pour nos familles, pour nos générations. Et que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse DMG TV. Merci encore. Partagez, likez, commentez et bonne journée, bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour toute la communauté DMG. Alors avant toute chose, likons, partageons et commentons. Parce que vraiment les histoires de DMG nous édifient et nous ouvrent les yeux sur beaucoup de choses. Moi je suis abonnée à cette page depuis bientôt 2 ans, si je ne me trompe pas. Ok, je viens raconter l'une de mes histoires, parce que j'en ai plusieurs. Une de mes histoires que j'ai vécues il y a plus de... En fait, j'avais 10 ans environ. Voilà, nous sommes allés passer les vacances dans le village de ma grand-mère, donc la mère de ma mère, ma grand-mère maternelle. Et pendant les vacances, la grand-mère s'est déplacée comme elle était pensionnaire, elle s'est déplacée pour aller prendre sa pension dans la ville de Douala. Puisque le village n'était pas loin de la ville de Douala. Nous étions à 1 heure à peu près. Donc, elle est partie. Et avant de partir du village, elle a fait la cuisine. Genre, elle a fait une grande marmite de feuilles de manioc. Vous voyez les feuilles de manioc qu'on prépare avec le sel, l'arachide, le poisson fumé et tout ça là. Et elle a préparé une grande marmite. Puisque nous étions nombreux. Nous étions à peu près 8 ou 9 enfants comme ça là, pour les vacances. Donc, elle a préparé et elle a fait une grande marmite de taro. Voilà, donc c'est ce qu'on devait manger durant son séjour, puisqu'elle devait faire 2 jours environ en ville. 2 jours. Donc, autant de prendre son argent, rester un peu avec la famille là-bas et tout revenir. Donc, elle a préparé les marmites, donc la marmite de feuilles de manioc et de taro. Pour elle, on devait manger ça pendant les 2 jours. Ok. Elle est partie en ville. Voilà, nous sommes restés. Le soir de son voyage, nous sommes restés comme d'habitude en jeu, on racontait des histoires, on a veillé, en fait, ça veillait, ça jouait au ludo, ça faisait tout. Après, nous sommes allés dormir. Et avant de dormir, notre grande cousine, parce qu'on avait une cousine qui était plus grande quand la grande voyageait comme ça, c'est elle qui restait comme notre maman à la maison. Ok. Donc, avant de dormir, elle se rassure qu'on a tout fermé bien, les portes de cuisine, parce que la cuisine vous voyez un peu les cuisines du village sont séparées au salon, à la grande maison. Donc la cuisine était à part et la maison. Donc elle a fermé la cuisine, bien fermée, hermétiquement, fermée comme d'habitude, à clé. Tout, nous sommes allés dormir. Déjà la cuisine n'avait pas de fenêtre. Je sais pas si vous voyez un peu le genre. Il y avait une toute petite... C'était même pas une fenêtre. Hein, des petits trous, genre... Voilà. Nous sommes allés dormir. Donc, le lendemain matin, on s'est réveillé comme d'habitude. Elle part à la cuisine, elle ouvre du genre... on va maintenant se lever, faire des travaux. Vous voyez un peu la routine. Elle part à la cuisine. Puisque c'est elle qui faisait le ménage à la cuisine. Elle devait balayer, essayer de sortir les assiettes pour laver et tout. Quand elle part, elle se dirige vers le feu parce que après la cuisson des feuilles de manioc, la grand-mère parce qu'elle avait voyagé en soirée, hein. Elle avait voyagé vers 17h. Donc après sa cuisson, elle avait tiré le feu, les charbons et les bois pour que le feu s'arrête. Du coup, le matin, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve juste la cendre.
Alors quand ma cousine part, elle voulait enlever la marmite au feu et balayer, allumer, essayer de réchauffer. C'était ça son réflexe. Elle enlève la marmite, elle balaye la cendre, elle nettoie la cuisine et après elle allume le feu pour réchauffer la marmite. Lorsqu'elle part, elle soulève la marmite. La marmite est vide. Oh, elle est étonnée parce qu'elle part même avec tu vois un peu quand tu veux soulever quelque chose de lourd. Tu amènes une certaine pression et après, quand c'est léger, là, ça peut te renverser. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand elle soulève, elle a même failli tomber de l'arrière parce que la marmite était vide, la marmite de feuilles de manioc. Oh, quand elle ouvre la marmite, elle trouve que la marmite est vide. Genre, on a mangé et on a bien léché la marmite. Oh, elle était tellement étonnée que, mais qu'est-ce qui se passe? Elle nous appelle. Elle appelle tout le monde. Mais venez voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? On se posait des questions de part et d'autre. On dit qui a fait ça comment? Tu as fermé la cuisine, c'est toi qui fermes la cuisine, c'est toi qui dors avec la clé. Et en plus, elle avait sa chambre seule, comme c'était la plus grande. Elle dormait avec la clé. Mais qui va entrer dans ta chambre pour prendre la clé? Personne, on ne sait pas. Maintenant, on se posait des questions et c'était vraiment parce que la cuisine, quand elle allait ouvrir la cuisine au matin, c'était fermé de la même manière c'était fermé de la même manière en fait. Donc elle était là, tout le monde était dépassé que mais qu'est-ce qui se passe? La marmite était vide et le comble, on pouvait se dire que peut-être les chiens qui ont mangé, mais les chiens sont d'abord passés. D'abord les chiens vont passer par où? Et en plus c'était le couvercle devait être renversé, mais la marmite était fermée. Nous sommes restés, cette histoire nous a traumatisés. La grand-mère est rentrée, on a un peu appelé les voisins, on a expliqué, donc on était traumatisés. Ce jour-là, on était obligé de manger les tarots avec l'huile rouge, le sel, parce qu'on n'avait pas de quoi. Et c'était choquant, parce qu'on a expliqué aux voisins, on a essayé de... Personne ne comprenait rien. Personne. La grand-mère est rentrée, excusez-moi, la grand-mère est rentrée. On a expliqué, elle était obligée de parler maintenant dans tout le village, de parler, dit que, oh, ce que vous commencez là, mes petits-fils, je ne connais personne dans le village, donc arrêtez, je ne suis pas associée à vous, je ne suis pas associée à quelqu'un ici. Elle a commencé à parler un peu comme les grands-parents parlent lorsqu'il y a des choses un peu bizarres. Elle a parlé dans tout le village et tout. Jusqu'aujourd'hui, moi, je sais pas, on n'a jamais compris ce qui s'était passé. Bon, je vais m'arrêter là. Il y a plein d'autres histoires que je vais me raconter. Beaucoup d'autres histoires. Là, c'était ma toute première fois. Et voilà. Excusez-moi si j'ai été un peu longue. Hein. Une petite histoire, mais un peu longue. En tout cas, à la prochaine DMG. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir DMG TV. Je suis venu pour raconter une histoire qui se passe à l'heure actuelle. C'est l'histoire d'une famille, quoi. C'est d'une famille de 2 enfants. Le premier, c'est un garçon, le deuxième, c'est une fille. Le père travaillait dans une société pétrolière. Au cours de son travail, il a eu un accident. Il vivait une vie moderne, quoi. Une vie moderne. Ils n'étaient pas pauvres et ils n'étaient pas aussi trop riches comme ça. Entre-temps, voilà le père qui fait l'accident, il n'arrive plus à travailler. Quand il fait l'accident, il n'arrive pas à travailler. Là, il casse le pied. Il est là, il se soigne. Pas de guérison. Et entre-temps, la société l'attend, et tu vois qu'il ne guérit pas. La société, on le licencie. Quand on le licencie, maintenant, le reste des moyens qu'ils avaient et tout, le père fait tout et tout pour se soigner, ça ne donne pas. Voilà que la maison, maintenant, il n'y a plus d'argent. Voilà, c'est la galère totale. Et entre-temps, son fils là, il fait dans ce qu'on appelle le scama. Donc, quand tu sais que dans le scama, quand vous êtes petit, là, quand vous apprenez là, quand vous êtes encore petit là, c'est les petits argent là, quoi. C'est là où ça me passe autant à dire que, mais tu dis que tu fais le scama, on ne voit pas l'argent. C'est quoi que tu fais comme ça? En tout cas, moi, je ne peux pas accepter être pauvre comme ça. Là. Je ne peux pas, moi, accepter être pauvre. Pas chercher l'argent, tu viens au manger. Pas chercher l'argent. Il passe le temps à mettre la pression à l'enfant.
C'est là l'enfant, comme il a aussi ses amis, il sort, il se met avec ses amis, il cherche, n'est-ce pas, on l'amène chez un marabout. Maintenant, il arrive chez le marabout il dit que bon, il y a deux conditions. La première condition, c'est que il y a deux conditions et tu vas choisir parmi les deux conditions. Il dit que tu as une bonne étoile. Tu as une bonne étoile. Donc, il y a deux conditions que je vais te donner. Tu vas choisir un. Ou tu couches avec ta mère ou tu sacrifies quelqu'un. Il dit que tu choisis quelqu'un. Il dit que ne choisis rien. Le marabout dit que donc, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais te donner quelques temps. Il faut aller réfléchir. Mais sois sûr, comme tu es déjà arrivé, si tu as déjà vu, on ne fait pas demi-tour. Si tu fais demi-tour, tu deviens fou. Le petit rentre à la maison, étant découragé, il ne sait plus quoi faire. Il est triste. C'est là où sa mère l'appelle. Mon fils, comment ça s'est passé? Il dit que mais la mère, voilà que je suis allé, on m'a dit, ou de coucher avec toi, ou tuer quelqu'un. La mère dit, ah, si c'est ça, si c'est l'autre là, c'est pour ça qu'il te fait réfléchir. Il dit que oui, mais ça ne dérange pas. Je veux coucher avec toi, n'est-ce pas? Que si je couche avec toi, l'agent va venir, il dit que oui, mais il ne te dérange pas. Je veux coucher avec toi. C'est l'enfant qui dit que mais. Voilà que l'enfant réfléchit, il rentre chez le marabout, dit que bon, je veux coucher avec ma mère. Le marabout lui dit maintenant, la condition c'est que ta mère ne peut pas faire d'enfant avec toi. Donc, et la condition aussi, tu vas faire l'amour, tu ne serais pas protégé avec ta mère. C'est full contact que tu vas faire avec ta mère. Tu ne dois pas être protégé. Le fils dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Il part, il continue, il commence. S'il couche avec sa mère, beaucoup d'argent, le blanc va payer beaucoup d'argent. C'est là où, maintenant, le petit, maintenant, comme son père à la maison, il couche avec sa mère, il ne reste plus à la maison. Il reste maintenant ailleurs. Il donne seulement là à sa mère. Et si la rentrée est finie, si l'en reste petit, sa mère va l'appeler, il va venir, il va coucher avec sa mère, beaucoup d'argent, il va encore prendre beaucoup d'argent, c'est comme ça qu'il va partir. Et entre-temps, il portait les grossesses, sa mère tombe de temps en temps enceinte. Il enlève la grossesse, il tombe de temps en temps enceinte, il enlève la grossesse. Et tu sais, et la mère prenait tout cet argent comme ça pour faire quoi? Pour partir dans des fêtes, pour montrer qu'il est une grande dame, aller dans les églises, dont sa mère était rien que pour le one-man show, pour prendre l'arme, pour faire la vie, abandonner son mari qui est malade, là-bas, tout et tout. Ne prenez pas soin. Voilà le parti le plus intéressant maintenant. Voilà maintenant qu'il y a une grossesse actuellement, comme je vous parlais là. La mère est enceinte et on a tout fait pour enlever la grossesse. La grossesse ne sort pas. On a tout fait et le docteur dit que le seul moyen, si on veut trop forcer la grossesse là, la mère va que mourir. Et maintenant, du côté du fils, si le fils laisse sa mère accoucher cet enfant, il devient fou. Donc là où il est, il ne sait pas quoi faire. Il va enlever, on ne sait même plus quoi faire. Le petit est dépassé. C'est pour ça qu'il donne l'histoire, si on peut le dire. Parce que vraiment, là où il est coincé. Donc, c'était mon petite histoire là-bas de MGTV. Partagez et likez. C'est très important pour édifier. Le scammer, c'est pas l'affaire des enfants. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.